Bonjour, Philippe Quinter, je suis le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France et j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathieu Cornietti qui est le président d'Impact Partners. Et alors, grand plaisir parce que déjà de se revoir parce que ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas vu et puis pour nous aider à décrypter, décoder un thème qui n'est pas totalement facile, sur lequel il y a des visions très différenciées, sur lesquelles il y a des convictions aussi très différentes, et sur le thème l'investissement à impact. La finance peut-elle sauver le monde? Alors, on va déminer, si vous me permettez, tout de suite le sujet avec Mathieu avant que je lui pose les premières questions. Mathieu, sur cette question, on s'était dit que tu donnerais la réponse tout de suite et ensuite on développerait. Est-ce que tu peux dire ce que tu en penses? Et puis, juste après, est-ce que tu peux nous aider? On parle d'investissement responsable, il y a plusieurs définitions par rapport à l'investissement impact. Est-ce que tu peux nous aider à décoder, à décrypter ce que tu entends, ce que l'on entend par investissement à impact? Merci Philippe pour cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Alors j'ai cette lourde tâche de répondre et de déminer. Ce n'est pas moi Superman, voilà. La finance à impact ne sauvera pas le monde. Et puis tu m'as même posé une question, mais est-ce qu'on peut dire que la finance va sauver le monde? Non plus. La finance ne va pas sauver le monde. Par contre, ce qui est sûr, et on a 45 minutes pour en parler, c'est que beaucoup de nos problèmes, des enjeux qu'on croise, environnementaux ou sociaux, peuvent avoir des réponses par l'entrepreneuriat. C'est donc, je pense, l'entrepreneur ce matin qui sera au cœur de notre échange, du Big aussi cette année, mais comme les années précédentes. Et les entrepreneurs, si on peut les aider, les soutenir, surtout ceux qui répondent à ces enjeux sociaux environnementaux, eh bien ça, on va dans la bonne direction. Bon, au moins déjà, la réponse est apportée. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui des sujets de définition, on parle d'investissement responsable, etc., investissement impact. Qu'est-ce que l'investissement impact? Comment c'est intégré? Quelle est la vision? Quel est le point de départ selon toi? À quel moment est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un point de départ sur finalement le terme impact, alors que quand on fait de la RSE ou ce genre de choses, tu l'as souligné, environnemental, social, sociétal, gouvernance. Est-ce que tu vois à un moment donné le fait déclencheur de cet effet-là? Et puis, qu'est-ce que ça embarque en fait, à la fois pour les investisseurs et pour les entreprises? On ne va pas faire d'archéologie parce que c'est plutôt récent. Ce terme est né au début des années 2000. Et on va parler d'impact investing. Alors ce qui est amusant, c'est que on a monté la commission Impact chez France Invest en 2012. Et à cette époque, quand on traduisait Impact Investing en français, c'était investissement impact social. C'était extrêmement clair. Après les accords de Paris, on a commencé à parler d'investissement impact. Voilà. Et là, pour englober effectivement ces sujets environnementaux. Et puis depuis peu de temps, on se met à parler d'impact. Et alors là, on englobe tout. Voilà. Donc la difficulté, en tout cas c'est ce qu'on évoquera ce matin, la difficulté c'est effectivement de garder une vision exigeante, ambitieuse de cet investissement impact. Aujourd'hui on utilise beaucoup le terme d'impact washing, c'est une réalité. Voilà. Et au niveau du marché en France, si tu me permets de rentrer dans le dur de la définition, on a chez France Invest défendu une position assez agréée par le marché, tous les acteurs en fait de l'impact investing, élargi avec le Forum pour l'investissement responsable au monde du côté. C'est une définition qui se repose sur 3 axes. Le premier est l'intentionnalité en tant qu'investisseur. Le deuxième est cette additionnalité. Le troisième, c'est la mesure et surtout l'alignement des intérêts. Alors, l'intentionnalité, pour être simple, quand tu investis, tu cherches une performance financière et un impact. Voilà. Si tu fais de l'ESG, tu as parlé de l'ESG, tu vas en amont de l'investissement peut-être avoir des politiques d'exclusion. En aval, tu vas essayer d'accompagner du mieux possible l'entrepreneur, travailler les meilleures pratiques. Mais la décision d'investissement elle-même, c'est une décision financière. Quand on fait chez Impact Partners un véhicule qui est dédié à la création d'emplois dans les quartiers populaires et qu'on finance un commerce franchisé, le sujet c'est le nombre d'emplois et
la capacité, si c'est de la mezzanine, à rembourser le financement. Le deuxième enjeu, ça va être l'additionnalité. C'est en gros, à quoi sers-tu en tant que financier? Quelle valeur ajoutée as-tu? Dans un monde qu'on connaît tous, où il y a énormément de liquidités, énormément d'argent. Voilà. C'est un sujet peut-être plus pour le monde du côté. En gros, tu as 0,01% de total que tu n'as pas investi chez Shell parce que tu as expliqué que tu avais un super tableur Excel qui te faisait économiser 3 tonnes de CO2. Je pense que c'est assez light en fait comme additionnalité. Voilà. Dans le monde du private equity, c'est plus simple, puisqu'il y a une relation directe avec l'entreprise, avec les managers. Je ne parle même pas d'être majo, mais même minot. C'est un contrat avec les autres actionnaires. Donc finalement, ton argent, tu sais à quoi ça sert? C'est pour financer quelque chose, c'est pour changer d'échelle, c'est pour... Il y a une utilité, il y a un accompagnement, et c'est important. Que tu sois d'ailleurs dans un quartier populaire ou financer un entrepreneur en Afrique ou en Amérique du Sud. Le troisième enjeu, c'est celui qui aujourd'hui, pour moi, est le plus clivant, le plus discriminant dans le monde du private equity. C'est l'alignement des intérêts. On a évoqué la mesure, il faut évidemment mesurer, il faut rapporter de manière transparente, avec méthodologie auprès des souscripteurs. Mais c'est surtout pourquoi. Et c'est aligner les intérêts. Donc nous, nos souscripteurs, chez Impact Partners, ils veulent une performance financière, ils veulent un impact, ils veulent pas l'un ou l'autre, ils veulent les deux. Et s'il y a un outil de rémunération variable, en l'occurrence ça s'appelle le carry, dans les fonds de private equity, celui-ci doit être tout ou partie contraint par l'impact. On voit aujourd'hui des approches où cette petite subtilité, elle disparaît, où les gens parlent de définitions exigeantes, mais en vrai, dès qu'on touche à leur pognon, ça devient un petit peu moins... on est un peu plus ouvert. Je pense, en tout cas c'est la conviction chez France Invest, c'est que mesurer c'est bien, auditer c'est très bien, mais quand on a de l'argent en jeu, tout d'un coup les choses deviennent un peu plus sérieuses. Alors, effectivement, merci. Déjà, ça pose bien le sujet parce que c'est ce que je te disais un petit peu en préambule. Investissement responsable, en fait, c'est un terme aussi qu'on entend énormément. Et tu le sais, hein, il y a beaucoup chez des acteurs financiers des processus de diligence, c'est-à-dire tu as des études ESG qui sont faites avec des indicateurs, tu as ensuite des axes de progrès, etc. Et c'est pas toujours connecté donc à ce que tu soulignes, c'est-à-dire au carry, c'est-à-dire à l'argent finalement, au gain de performance. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la clé en fait qui différencie, je dirais, et tu l'as souligné, dans les comportements, parce que dès qu'on touche à l'argent, on touche à quelque chose et à des réflexes parfois un peu profonds. Hein, dans le monde de la finance. Dans le monde de la finance en particulier, tu fais bien de dire. Est-ce que, pour peut-être, excuse-moi, je reviens sur le thème entre des acteurs, donc on se place du côté financier, qui veulent investir dans des entreprises et qui estiment et qui le font parfois de manière très honnête et très loyale avec des processus donc environnementaux, sociaux, sociétaux, etc. Par rapport à l'impact et la manière dont tu le définis. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la ligne de démarcation du sujet? Excuse-moi, je reviens sur ce point parce que ce sont des questions qu'on entend énormément. Alors, c'est des questions qu'on entend énormément dans le monde du private equity, dans le monde de la finance, parce qu'effectivement là on rentre vraiment sur un sujet très pointu. On peut très bien imaginer avoir un fonds à impact qui soit où il y a une équipe d'investissement qui soit là pour accompagner les entrepreneurs et qui soit rémunéré pour. Tiens, petite parenthèse, les rémunérations dans le monde de la finance sont significativement supérieure à celle de l'économie réelle. Donc ces sujets de rémunération sont importants et d'alignement d'intérêt le sont. Simplement, on peut avoir des rémunérations qui ne sont pas liées à la performance financière. Voilà. Et très bien. Si on n'a pas de rémunération variable, il n'y a pas de souci. Là où on a un problème, c'est quand les rémunérations variables, en tout cas les gens gagnent plus d'argent parce qu'ils ont eu une meilleure performance financière, point. Et là, on a un problème parce qu'on n'est plus dans l'engagement personnel, les valeurs, l'intentionnalité, l'additionnalité. Non, là, on rentre dans un conflit d'intérêts qui est, d'un côté, on a des souscripteurs qui veulent un fonds à impact, et puis de l'autre côté, on a une équipe qui n'est intéressée que par le gain financier. Et c'est ce conflit d'intérêts que
au sein de France Invest, on a travaillé. Encore une fois, on peut très bien ne pas avoir de carry dans un fonds. C'est un fonds impact, il n'y a pas de impact ou pas. Voilà. Par contre, si on a un carry, c'est-à-dire donc un partage de la surperformance financière avec l'équipe d'investissement, il faut intégrer l'impact dans son calcul. Voilà, c'est une position dure de la part de France Invest. Et c'est une position qui est partagée aujourd'hui avec le fonds de fonds de BPI France, avec le fonds de fonds du Fonds européen d'investissement, avec beaucoup de fonds de fonds dédiés à l'impact investing. Parce qu'à la fin, voilà, en tant qu'investisseur, c'est bien d'avoir cette vision, ces valeurs, cette intentionnalité. C'est important d'accompagner ces entrepreneurs, d'avoir cette additionnalité, mais c'est aussi, si on parle de mesure et qu'on s'arrête juste à la mesure, franchement, combien d'équipes ont rebaptisé leur rapport ESG 2019 en rapport impact 2020, sans rien changer, business as usual. Bon, c'est bien parce que l'idée, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu en entrée de jeu, c'est un peu de décrypter, de donner des repères sur le sujet. Alors, je voudrais maintenant qu'on regarde peut-être plus l'angle de l'entreprise, puisqu'on a parlé beaucoup des financiers. Tu l'as souligné, une entreprise recherche parfois des investisseurs à impact, donc avec une vision, des critères un peu spécifiques. Dans ton expérience et dans ta vision des sujets, pour un entrepreneur et les entreprises qui nous écoutent, la recherche de l'impact pour elle-même, la recherche de l'impact pour ses parties prenantes, qu'est-ce que tu as observé en fait en termes de bénéfices pour une entreprise? Alors, bénéfices pas au sens uniquement financier, on s'entend, mais pour une entreprise, c'est quel est l'intérêt et donc les avantages de se positionner sur ce terrain-là? Alors moi, je préfère parler d'investissement à impact, parler de cette finance à impact, plutôt que de parler d'entreprise à impact, parce que à la fin, on retombe toujours sur le même sujet, c'est les valeurs de l'entrepreneur. Voilà. Je ne vais pas faire une discussion sur les bons entrepreneurs, les mauvais entrepreneurs, ou la bonne économie, une mauvaise économie. C'est pas ça le sujet. On finance des commerces franchisés, on finance des Burger King à Trappes qui créent 60 emplois, qui créent une attractivité sur des quartiers qui sont populaires et complexes. Si vous le faites au milieu de Paris, ça aura beaucoup moins d'intérêt, voire même ce ne sera pas du tout apprécié ou vu de la même façon par les parties prenantes. Donc pour moi, c'est d'abord un match dans les valeurs. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont aujourd'hui chez Big qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne, on en est très fiers. Donc c'est un fit entre une équipe, entre des investisseurs et puis des entrepreneurs qui n'ont besoin de personne. Voilà. En tout cas, nous, chez Impact Partners, on n'est pas dans le monde du venture, on n'est pas dans la course à la levée de fonds. C'est pas ça le sujet. Tous les entrepreneurs qu'on accompagne pourraient continuer tout seuls. Voilà. Simplement, on les aide à accélérer. Et pour qu'on ait cette capacité à accélérer, si on prend nos fonds croissance dédiés à la réduction d'inégalités avec une vision européenne, pour être très simple, au sein de l'Union européenne, nous avons des réalités sociales assez similaires, des problèmes de vieillissement de notre population, de difficultés de la jeunesse à s'insérer dans le marché du travail. Enfin voilà, bon. Si on a une entreprise qui a une solution dans son pays et dont l'est à dupliquer dans d'autres pays, et dont l'est à scaler, à changer d'échelle. Voilà. Aujourd'hui, il y a un sujet de valeur, il y a un fit, il y a un besoin de confiance, parce que si vous êtes français et que vous voulez vous étendre au Danemark ou en Allemagne ou en Espagne, pour parler des pays dans lesquels nous sommes présents, il faut de l'argent. Ça, on est capable d'en apporter en moyenne 4-5 millions d'euros, mais on peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Il faut cet alignement d'intérêts, mais là je parle même pas du cas, je dis juste, ok, on n'est pas en train de donner des conseils, on est coactionnaire. Il faut avoir des partenaires en local pour aider l'entrepreneur à trouver le bon moyen de s'insérer dans ce marché. Il faut de la confiance. Et cette confiance-là, je dirais qu'il y a deux types de relations entre un entrepreneur et un investisseur. Il y a celle qui s'arrête juste à combien tu as valorisé ce que j'ai créé et combien tu m'apportes.
Et puis il y a celle où on se projette, on se dit ok, on va construire un bout de chemin ensemble et si le dimanche soir j'ai un problème, je peux t'appeler, tu décrocheras. Et nous on se place dans le deuxième scénario. Pour être très simple chez Impact Partners, notre conviction, le motto, c'est de dire que si on a un entrepreneur qui n'est pas convaincu qu'on lui amènera plus que du capital, il ne faut pas faire. Alors tu me tends la perche sur la question implantation dans différents pays, etc. C'est souvent aussi un axe de réflexion. Est-ce que tu as constaté dans les différents pays où tu as implanté, avec les différents écosystèmes avec qui tu interagis, des biais différents, tu as constaté des différences d'approche sur ces thèmes-là? Encore une fois, le sujet, c'est de décoder un peu l'affaire et de faire comprendre un peu les sujets. Tu sais qu'on en parlait aussi, on suit une initiative d'étudiants de l'EM Lyon Road Impact qui vont repérer dans le monde entier, c'est en cours, un petit peu la manière d'agir sur ces sujets. Est-ce que toi, dans le cadre de tes activités, tu as observé des différences, et si oui, lesquelles, Mathieu? La finance à impact, elle est le reflet d'une culture, d'une situation, d'un contexte national ou même personnel. Voilà. Pas besoin de voyager beaucoup. Quand on parle des quartiers populaires, ça parle moins à certains investisseurs que si vous parlez d'alimentation biologique. Voilà. Quand on parle de quartiers populaires, on a en l'occurrence des fonds dédiés au commerce dans ces territoires fragiles. Ça ne sera pas du tout le même accueil quand vous voyez un souscripteur potentiel qui n'a pas de famille dans ces quartiers, qui ne connaît pas ces quartiers, qui s'en sont très éloignés. Parce qu'en fait, ça va être la finance à impact, elle va tout de suite renvoyer à vos priorités personnelles, son parcours scolaire, son univers familial, sa culture. Donc, juste en France, on a déjà des finances à impact qui sont très différentes et qui sont portées par des priorités différentes. Je reprends BPI France. L'enjeu territorial, c'est un enjeu qui est au cœur du sujet de la stratégie de BPI France. Donc BPI est un souscripteur important pour nous dans notre approche quand on va parler de quartiers populaires, de zones de revitalisation rurale, de territoires action cœur de ville. Voilà. Ça parlera beaucoup moins à certaines personnes physiques, à certains family office. Voilà. Donc en France, on a des réalités différentes et des visions différentes. C'est encore plus évident quand on va au niveau européen. Juste traversons le Rhin. La France a connu de l'hyper-chômage. Je le mets un peu au passé parce qu'on est heureux de voir que le taux de chômage baisse en ce moment. Mais à la fin, on est on a tous ces sujets sociaux qui sont au cœur des débats depuis des décennies. On va en Allemagne, c'est les sujets green. En Allemagne, il n'y a pas de quartier populaire. C'est pas territorialisé comme ça. C'est même pire, c'est que je me souviens du maire de Francfort qui m'a dit « Mais Mathieu, non, mais on va pas faire un fonds dédié à un quartier populaire parce que moi, j'irai jamais stigmatiser un quartier. » Par contre, aucun problème pour dire j'ai besoin d'un fonds pour accompagner les Allemands d'origine turque qui ont des difficultés à se financer. On retraverse le Rhin, on arrive en France. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on a un problème avec un quartier. On n'ira jamais stigmatiser une communauté. Donc, on a des visions qui sont différentes. Et ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, le green est bien plus au cœur des débats que de l'a été, en l'occurrence ça change un petit peu en France, mais en France c'était le social. Si on va au Danemark, la vision elle sera encore plus extrême, parce que franchement les sujets sociaux, je pense à une super entrepreneur autour du service à la personne pour des clients en situation de handicap en France. Vous allez au Danemark, vous regardez avec des grands yeux en disant mais non mais ça... l'accompagnement au quotidien de citoyens qui sont handicapés chez eux, mais ça, ce sont des fonctionnaires qui font le job. Ça peut pas être une entreprise, c'est pas possible. Juste, on a des visions différentes. Et si vous allez en Espagne, on sera certainement bien plus proche. Ils ont des visions territoriales, ils ont une histoire aussi de brassage, ils ont une sensibilité à l'inégalité qui est aussi très importante. Voilà. Après, on adore en Europe valoriser nos différences, ça se transforme en on est super différents, on se comprend pas. Ouais, enfin les Européens, ils sont globalement très sensibles aux enjeux sociaux. Personne en Europe, pas un pays,
d'Europe, on ne pourra accepter d'avoir des familles qui soient à la rue, des gens qui meurent de faim dans la rue. C'est impossible. Voilà. Vous allez en Inde, c'est normal. Vous allez dans d'autres pays, la sensibilité aux inégalités sociales sera très différente. Bon, bah voilà. Et donc ça, ces réalités nationales, continentales, elles se reflètent dans la finance à impact et dans ses priorités aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors je rappelle que pour les personnes qui nous écoutent, que vous pouvez poser vos questions. Donc certaines commencent à arriver et donc on répondra. Mathieu, si tu veux bien répondre à la fin, si tu veux et si tu peux, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on y répondra donc à la fin. Alors moi j'observe à travers ce que tu nous dis une véritable diversité d'approches. Merci d'avoir fait un petit peu cette vue générale. Ce qui aide à comprendre un petit peu, parce que encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs avec humilité qui se posent des tas de questions sur ces sujets. Selon toi, ce mouvement que l'on décrit avec sa diversité d'approches, avec ses valeurs, est-ce qu'il y a des tendances quand même de fond qui se dégagent et qui vont peut-être s'accentuer devant nous dans les prochaines années ? Alors dans le monde de la finance à impact, oui, les tendances, elles sont à un marché qui explose, clairement, avec cette difficulté à savoir de quoi parle-t-on. Plus les fonds sont gros, et c'est la tendance, on commence à avoir des fonds de plus d'1 milliard d'euros qui se lancent en Europe, plus la contrainte sur des TRI marchés, donc une performance financière, est importante. De l'autre côté, on a aussi plein de petits fonds avec des stratégies très particulières, très dédiées, plein d'équipes qui se lancent avec beaucoup d'engagement. Donc c'est un marché qui se structure. Ça ne sera jamais tout le marché. Ça ne sera jamais la moitié du marché du private equity. Je parle que du private equity ce matin, mais ça sera... Voilà, aujourd'hui en France, c'est 6 milliards d'euros, une cinquantaine de sociétés de gestion actives sur ce marché. Et en gros, ça double tous les 2 ans. Et je pense que ce rythme exponentiel, il va continuer. J'ai pas la boule de cristal. Ce qui est remarquable dans la finance à impact, c'est qu'on est sur des stratégies qui sont engagées. Voilà. Tu as évoqué l'ESG. Mes petits camarades de la commission ESG chez France Invest ne m'en voudront pas, j'espère, mais je dirais que l'ESG, c'est faire de la finance responsable, c'est être socialement responsable, c'est environnementalement responsable, c'est pour tout le marché. Et aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Et des souscripteurs comme BPI France, comme tous les souscripteurs aujourd'hui demandent à ce qu'on soit responsable, qu'on puisse avoir une performance financière, mais qu'on le fasse de manière responsable. La finance à impact, c'est une finance qui est engagée. Prendre un exemple, encore une fois, j'ai évoqué une chaîne de restauration rapide. C'est pas très ESG de financer un fast-food. Pour rappel, dans les quartiers populaires en France, c'est là où les taux de diabète sont les plus importants. C'est pas les meilleurs élèves dans l'alimentation biologique et la préservation de la biodiversité non plus. Maintenant, quand on souscrit dans un fonds impact, en tout cas ceux dont je parle, on fait des choix. On se dit la priorité, c'est quand on voit qu'il y a 50%, même plus de 50% des jeunes hommes qui sont au chômage dans ces territoires, c'est de sortir un emploi. Et donc pas qu'un emploi. Donc ce véhicule dédié au commerce franchisé dans les quartiers populaires, c'est plus de 130 commerces qui ont été financés, qui ont été ouverts et plus de 1000 emplois créés. Je pense que la finance à impact, en tout cas c'est vraiment notre souhait, c'est que cette finance à impact reste engagée. Qu'on accepte que tout n'est pas parfait, parce que si on cherche la perfection, on arrive encore une fois à un consensus très mou, à quelque chose, on dit ouais mais alors là, c'est quoi à la fin? On investit chez Total et pas chez Shell. Donc il faut un capital patient,
et il faut de l'engagement. L'engagement, on l'a chez les entrepreneurs, c'est sûr. L'engagement, on le voit aussi dans les équipes d'investissement des sociétés de gestion qui sont actives sur le marché. Il faut qu'on garde cet engagement au niveau de nos propres souscripteurs, au niveau de nos LP. Moi, j'aime bien le terme que tu utilises, le terme engagement, parce que derrière engagement, tu as le terme action, quoi, en fait, un petit peu en sous-jacent, c'est-à-dire aider à la transformation, faire bouger les choses, etc. Ça me semble vraiment central. Mais il y a aussi une alternative, me semble-t-il, et je te la soumets, et en toute bonne foi, alors encore une fois, plaçons-nous chez les financiers, hein, ce qui est d'ailleurs... Bon, ok, alors, écoute, on va se placer du côté de la finance, mais ça va aider les entrepreneurs à se dire comment les financiers nous regardent, tu vois. Je pense qu'il y a une alternative. Tu vas me dire si tu es d'accord. Allez, ça se fait en toute bonne foi. Bon, je l'ai mis un peu plus loin. Premier élément, c'est soit tu as des critères à l'entrée. D'ailleurs, je te poserai la question aussi. J'aimerais bien que qu'on rentre peut-être de manière concrète aussi. On a pas encore ta question là. Alors, ah bon, ok. Alors je te pose la première question. Alors, alternative. Premier élément, c'est des critères à l'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont spécifiques, qui sont peut-être effectivement réducteurs, je veux dire, pour accepter des dossiers des entreprises. Et puis l'autre vision du monde, qui est de dire, même une entreprise qui n'est pas, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, ESG, c'est de la prendre et de l'accompagner pour qu'elle progresse, qu'elle s'améliore et aller vers des choses qui soient, tu vois, positives pour la société, pour ses écosystèmes, etc. Comment alors, ça c'est ma première question. Hein. Une question, Pascal. Ouais. Bon, moi je te redirai l'autre après alors. Hein. D'accord. Non, il ne nous reste plus que 17 minutes et 57 secondes. Tu avais déjà dans ta propre question, tu avais deux questions. Deux approches. Une approche en amont avec évidemment ce sujet de sélection et puis cette approche en aval en disant la transformation. Pour moi, c'est un tout. C'est un tout et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, l'approche en amont, je sélectionne, ça s'appelle une approche sectorielle. Il y a quelques années, j'imaginais déjà des gros fonds de LBO qui feraient comme d'habitude, à mettre une tonne de dettes dans des boîtes, à faire porter un risque incroyable in fine sur les salariés, sur les consommateurs, sur ce qu'on veut, à gagner plein de pépettes, mais en disant moi je sauve le monde parce que vous comprenez, je suis dans la gestion des déchets, je suis dans l'éducation, je suis dans... Enfin voilà, une approche sectorielle. Franchement, c'est insupportable. Voilà. Ça ne peut pas être une finance à impact. C'est juste une approche sectorielle d'une finance conventionnelle. Si ça s'arrête là. Ton deuxième enjeu, c'est de dire, moi, je joue la transformation de l'entreprise. Là, on rentre dans un sujet, on se dit, ouais, il y a une grosse... Enfin, ton premier point, c'est l'intentionnalité, finalement. Mais si ça s'arrête là, il y a un problème. Ton deuxième enjeu, c'est plutôt l'additionnalité. C'est finalement là, j'accompagne les entreprises qui se transforment. Oui, mais enfin, il y a des limites. C'est-à-dire que, je sais pas, si demain tu veux investir dans l'industrie du tabac qui se transforme pour que l'industrie du tabac consomme moins d'eau, je te dis ouais, mais ça va être chaud à vendre quand même à des souscripteurs. Voilà. Si demain tu accompagnes des centrales à charbon pour qu'elles continuent à en ouvrir encore plus avec comme objectif de réduire, enfin d'augmenter la sécurité de ces centrales, très bien, mais peut-être qu'il y aura d'autres sujets importants aussi à régler. Donc pour moi finalement la finance à impact c'est à la fois cette intentionnalité, cette additionnalité autour de la transformation et l'alignement des intérêts, la mesure. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, enfin j'ai répondu doublement non, j'adore dire non, désolé.
Je vais quand même essayer de te faire dire un oui quelque part quand même, hein, donc dans les modes techniques commerciales. Non, mais au moins ça aide, si tu veux, et ça force la réflexion sur ce sujet, parce que l'enjeu un petit peu, et qu'on partage, c'est de poser le sujet, quoi, de faire réfléchir, de prendre un peu de hauteur, et puis un aspect concret. Et on est entre nous, alors hein, on se parle, voilà, qu'entre nous, donc c'est facile. Alors. Je crois qu'on peut peut-être prendre les questions, parce que les questions arrivent et il y a tout un ensemble de questions d'ailleurs qui rebondissent sur tout ce que tu as bien voulu nous dire sur le sujet, et des questions très intéressantes et qui reprennent parfois certains éléments de ton discours. Alors, allez, première, choisis une question. Finance individuelle. Selon une étude récente du Crédit Suisse, 80% des femmes déclarent vouloir investir dans des projets à impact. Pourtant, selon la même étude, elles ne sont que 5% à investir leur épargne. Je la prends, allez, tu vois. Non, mais je voulais te faire marrer un peu quand même. Bon, allez, je t'en donne plusieurs. Non, j'ai pas de souci, mais ce qui me gêne, c'est le sujet femme. Je veux bien prendre je te passe le micro. Ouais, passe-moi le micro, parce que là je vais pas adresser un sujet homme-femme sur des choix d'investissement où je ne suis absolument pas légitime. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la schizophrénie des investisseurs entre l'impact, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'avoir du sens, et la réalité des choix d'investissement, surtout dans des organisations où là, y a des contraintes, il y a des comités, il y a des process, fait que, je pense que 99% de nos interlocuteurs voudraient qu'il y ait plus d'impact et de finances à impact. Et puis, il y a encore une micro-goutte, allez, 0,01% du stock d'argent qui va dans des fonds impact. Donc il y a des décisions d'investissement qui sont décorrélées de la volonté personnelle de nos interlocuteurs. Après, si on veut rapprocher ces deux mondes, il y a je dirais qu'il y a deux univers, parce que moi je déteste ceux qui ont envie de cartographier notre monde de la finance à impact en disant est-ce que vous êtes finance first ou impact first. Ça c'est une blague, parce que tout le monde va se mettre en haut à droite, donc ça va, on va juste redescendre sur terre. Deux enjeux. Le problème c'est le capital patient. Voilà. Donc on ne peut pas, en tout cas plus on est liquide, moins on a d'impact. Vous voulez faire du trading haute fréquence, ça sera compliqué. Mais même être dans une entreprise cotée, ça devient un peu compliqué. Faire du private equity, mais si en plus vous pouvez rester 6-7 ans, le temps d'une transformation, le temps simplement de l'entrepreneur, là on rentre dans un univers où c'est plus simple de prétendre à l'impact. Et ça, beaucoup de souscripteurs, ça va des personnes physiques jusqu'aux instituts, ont du mal à appréhender cette logique de temps, ont besoin de liquidité. Et ça, il faut accepter que les choses prennent du temps, qu'il y ait de l'illiquidité quand on parle d'impact. Le deuxième enjeu, c'est le risque. Mais ça va souvent avec la liquidité d'ailleurs. Il faut accepter de prendre du risque. Voilà. Donc si vous cherchez une performance financière garantie, ça va être assez compliqué de parler d'impact. Si vous cherchez, si vous êtes prêt à prendre ce risque sur une longue période, on peut associer une performance financière à un impact. Voilà. Mais ça, je pense qu'il faut accepter en tant qu'investisseur individuel de se dire ok, j'aurai un produit qui sera peu liquide, j'aurai un produit qui aura peut-être plus de risques. Mais à la fin, je peux imaginer une performance financière et un impact. Alors, tu abordes, et là c'est intéressant, je vais rebondir sur ce point-là. Et d'ailleurs, ça rejoint une question. Là, c'est intéressant. Ce que j'ai dit avant... Ah bon, j'ai dit ça ? Excuse-moi, ça m'a échappé. Alors, je rebondis sur le point. Non, mais il me pardonne rien. C'est un vieux sujet entre nous. Hein. Non, mais c'est pas enregistré. Alors, sois relax. Non, mais c'est entre nous. On est que tous les deux, et donc c'est pas enregistré. Tu l'as dit. Rendement. Il faut accepter du risque. Création de valeur. Bon,
tu le sais comme moi, les financiers ont un certain câblage historique, on ne va pas se mentir, sur la vision des choses, la façon dont ils voient les dossiers. Est-ce que, pour tenir compte de tout ce que tu as dit, et tu nous as fait comprendre des choses quand même sur ce que c'est que l'impact, les valeurs, etc., avec la diversité des sujets, là tu te demandes où est-ce que je vais atterrir. C'est ça? Pendant 45 minutes, c'est moi qui pose des questions. Et ma question, c'est la suivante, et ça reboucle avec la question de, je dirais, je ne sais pas si c'est un entrepreneur, c'est est-ce qu'il faut voir là aussi un changement de paradigme. Est-ce qu'il faut créer un nouveau câblage chez les financiers pour justement avoir cette perception, si tu veux, que tu nous as décrite, je dirais, dans la première partie de ton développement? Elle n'est pas facile, mais elle est exprès. Ouais, elle est effectivement pas évidente. Ouais. Moi, je ne crois pas aux révolutions. Voilà. Donc, changer la façon dont les gens sont câblés, non, j'y crois pas. Je pense qu'on peut améliorer le système. Je pense que c'est même notre devoir. À son échelle, ne pas avoir de regrets. On est là sur une période courte au sein de l'humanité et il faut améliorer les choses. Voilà. Alors une fois que j'ai parlé d'humanité, si je rebondis sur BPI France, tu vas me dire c'est un peu gros, mais le fond de BPI France. Big up Benjamin. Et Caroline et Adeline et Nils et voilà. Tous. Mais de façon très simple, il y a des souscripteurs et on a beaucoup d'institutionnels, de personnes physiques. Ces souscripteurs des fonds à impact ont un rôle important en permettant à ces équipes de se lancer, en permettant aux équipes et aux projets d'exister. Surtout quand ce sont des premiers fonds, ce qu'on appelle dans le langage de tous les jours les first time team, les first time funds. C'est encore plus de risques quand on n'a pas 4 vintages de fonds, un track de 15 ans. Donc pour moi, c'est pas câbler différemment les investisseurs, c'est juste cette notion de risque, cette notion de patience. J'invite vraiment les souscripteurs à regarder les nouveaux projets, les nouvelles équipes qui sont très engagées, à les aider à grandir. Parce que c'est en allant sur des nouvelles équipes, des nouvelles stratégies qu'on agrandit le marché et qu'on sera utile. Alors là, il y a une nouvelle question aussi qui est très pertinente. Tu sais que BPI France, avec le fonds BPI France Entreprise, a permis aux citoyens d'acheter des morceaux d'entreprise en France. Donc c'était un pari audacieux. Des morceaux de fonds avec des entreprises. Tu as totalement raison. Et donc c'est audacieux, c'est pas mal de rapprocher finalement les citoyens, nous, finalement, de nos entreprises. La question qui est posée là est un peu de même nature sur les plateformes d'equity, de crowdfunding, etc., que tu connais. On va pas les citer, mais je suis sûr que tu les as en tête. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement qui consiste effectivement à ce que les citoyens, je dirais, participent à ces projets et s'intéressent aussi du même coup, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un peu ce que tu disais. C'est la notion d'engagement, c'est-à-dire je suis acteur aussi, je participe, c'est pas simplement une position, tu vois, je mets une partie de mon économie sur tel ou tel truc, tu vois, c'est un autre sort. Alors en termes de montant, si on parle de crowdfunding ou d'investissement direct de particuliers dans des entreprises, avec une logique impact, on est lilliputien par rapport au sujet de l'épargne salariale solidaire. Avec une partie de cette épargne qui est collectée qui va aller minoritairement mais réellement dans des entreprises à impact, sur des stratégies impact. Moi je suis toujours très précautionneux quand on parle de l'épargne des particuliers. Nous avons chez Impact Partners des souscripteurs très riches qui peuvent mettre une petite partie de leur épargne dans du private equity. Et qui le font dans une logique de diversification, de rendement, tout ce qu'on veut.
mais enfin quand on parle des particuliers, quand on parle de toi et de moi par exemple, d'ailleurs il faudra que tu me parles de ta fiche d'impôt, de ton patrimoine, de ce que tu as de côté, hein, ok. Moi je suis toujours très précautionneux parce que si on prend un travailleur, enfin quelqu'un qui a de l'épargne, cette épargne-là, elle doit être gérée professionnellement, elle doit être gérée avec une conscience du risque qui n'a rien à voir avec ce que peut faire un assureur, un mutualiste, une banque, enfin voilà. Donc je suis pas fan de la désintermédiation complète. J'aime pas l'idée qu'on puisse demander à un particulier de mettre son épargne, mais quand je dis son épargne, même 5 000 € peut représenter pour la majorité des Français beaucoup d'argent mis de côté, bloqué comme ça pendant 10 ans qu'on peut perdre. Franchement, c'est pas mon truc. Voilà. Je préfère soit l'approche effectivement de BPI France qui est de dire ok, vous voulez mettre 5 000 €, allez-y, vous le mettez dans un véhicule qui est un véhicule retail, fonds de fonds, investi lui-même dans une économie réelle, des entreprises réelles en France. Et en fait, on est presque sur un rendement garanti, on est presque sur une liquidité qui est parfaite pour des personnes physiques. Voilà, ou alors vous le faites dans le cadre de l'épargne salariale en mettant dans du solidaire et là ça va être confié à des gérants professionnels avec là aussi des clauses de liquidité. Donc je suis pas un grand fan de la désintermédiation, en tout cas pas pour tous, parce que derrière quand on investit dans une entreprise c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'illiquidité et je pense que ça doit quand même rester l'univers des professionnels. Bon, message clair. Hein, moi, j'aime bien l'idée, quand même, et je pense que tu en conviendras, de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une tendance de fond. Tu parlais d'engagement, moi, c'est une valeur cardinale. Ça bouge, hein. C'est pas seulement la crise sanitaire qu'on a traversée, mais on voit bien qu'il y a un mouvement de fond déjà depuis quelques années. Les salariés, les professions libérales, les citoyens veulent bouger, veulent être acteurs, veulent faire avancer les sujets, veulent avoir de l'impact sur un certain nombre de choses. Et je trouve que là, le sujet que tu évoques, c'est un peu celui-là. C'est un choix de leur part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contraindre, naturellement, mais ça fait partie du niveau d'engagement de dire, moi, je veux avoir une contribution dans l'économie, dans les entreprises que j'ai à côté de chez moi, etc. Tu sais, c'est la fameuse étude qui dit que, finalement, les Français aiment de plus en plus ce qui est à proximité, en fait, parce qu'ils partagent la vie, ils voient très bien ce qui se passe, etc. Bon. Alors, il reste 2 minutes 36. Je te remercierai à la fin, hein. Enfin, tout dépend de tes dernières réponses quand même. Je vais te poser 2 questions. Tu as vu, je les fais par 2 hein, généralement. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais adresser un message avec tout ce que tu as dit, peut-être soit de synthèse ou encore une ouverture dans le cas de la vision des sujets que tu as, à destination des financiers sur les sujets de l'impact et la manière dont ils doivent peut-être orienter un peu leur manière de faire. Et la même chose pour les entreprises. Hein ? Pour les financiers, je crois que le message est déjà passé. C'est accueillir les nouvelles équipes, les nouvelles stratégies. Voilà, prenez plus de risques. Mettez aussi des tickets plus importants. Travaillez de manière... soyez ouverts. Et je dis ça connaissant parfaitement, connaissant bien leurs contraintes professionnelles, la surcharge que les équipes de fonds de fonds auxquelles les équipes de fonds de fonds en général font face. Donc c'est vraiment, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont aujourd'hui dans le marché, qui sont aujourd'hui actifs et qui soutiennent, et puis tous ceux qui vont venir. Pour les entrepreneurs, pour moi, quand on est entrepreneur, on fait le choix dans sa vie au global, et pas que sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, de changer les choses. Et d'abord, c'est vous remercier pour ça, en tant que citoyen. Vous remercier d'affronter des emmerdes tous les matins, et en plus de ne pas savoir lesquelles vont vous tomber sur la gueule dès le réveil, ou peut-être pas d'ailleurs. Donc je vous remercie pour votre masochisme, ça c'est le premier point. Je vous demanderai, j'espère que vous allez continuer. Il
y a une crise sanitaire qui fait que certains font face à des situations absolument dramatiques, d'autres en ont profité, c'est comme ça. Mais pour ceux qui font face à des situations dramatiques, je pense en particulier aux commerçants, gardez la pêche. Rappelez-vous qu'il y a des choses qui sont importantes. Je te le disais ce matin, moi j'ai ma petite fille qui a été expliquée à sa grand-mère hier qu'elle trouvait que son papa c'était mieux quand c'était le confinement. Voilà. Faut se rappeler des choses qui sont importantes. Mathieu, un immense merci, c'est un privilège de t'avoir pendant ces 45 minutes et puis à très vite. Laisse-moi le micro pour la fin. Merci Philippe, merci Big, à bientôt.